France, la consommation d'électricité par habitant augmente régulièrement. Et on tient compte de nos charmants quadrupèdes qui, eux aussi, en consomment. Mais faire passer plus d'énergie ne veut pas dire nécessairement faire passer plus de fils. Non, car reprenons la formule que nous connaissons tous. On ne peut pas trop augmenter les ampères, cela ferait chauffer les fils, mais en doublant les volts, on fait passer 2 fois plus de puissance. C'est pourquoi on arrive actuellement chez nous à des tensions de 400 000 volts ou 400 kilovolts, comme disent les électriciens, et à beaucoup plus dans certains pays. Alors souvent, certains s'inquiètent de voir tant de volts au-dessus d'eux, de leurs lapins, de leurs gazons. Certes, on n'a jamais remarqué que la proximité de fils électriques avait une influence sur les uns et sur les autres, mais dire, pour rassurer les inquiets, qu'il ne se passe absolument rien autour des fils serait abusif. Alors, essayons d'expliquer. Quand par une méthode quelconque, on concentre des électrons dans un corps, il est porté à un certain potentiel électrique. Potentiel par rapport soit à un autre auquel, au contraire, il manque des électrons, soit par rapport à quelque chose d'électriquement neutre, la Terre par exemple. Il y a entre les deux une différence de potentiel que l'on appelle delta U. Concentrer des électrons, un certain Thalès de Milet, à une époque à circuler, savait déjà le faire, ce qui lui permettait de constater que cela attirait d'infimes particules. Mais ce n'est pas la peine de remonter à Mathusalem. Quand vous avez traîné vos pieds sur de la moquette, vous vous êtes chargé en électricité, et quand vous touchez un corps métallique, vous vous déchargez. Vous pouvez faire la même chose avec une règle en plastique. Or, une différence de potentiel crée un champ électrique grand E, que l'on ne voit pas bien sûr, pas plus qu'on ne voit le champ électrique naturel qui nous vient des espaces. Ce champ peut être représenté par des lignes, comme ceci. C'est comme pour la pomme, elle ne tombe pas, mais on sait bien que si elle tombait, elle suivrait cette ligne-là. C'est le champ gravitationnel qui existe toujours, même s'il n'y a rien à faire tomber. Et nos lignes de champ électrique, c'est le chemin que suivrait un électron s'il réussissait à s'échapper. Le champ électrique est d'autant plus intense que la différence de potentiel est grande ou que la distance est plus petite, ce qui se traduit par cette formule. Le champ électrique se mesure en volts par mètre. Comment donc se manifeste-t-il ce champ électrique? D'abord, les charges électriques de signe inverse, donc les corps qui les portent, s'attirent. Mais à partir d'une certaine valeur du champ, il y a échange d'électrons. C'est par exemple ce qui se passe à grande échelle entre les nuages d'orage et la Terre, avec beaucoup de bruit et de grosses étincelles. À ce moment-là, il vaut mieux ne pas être sur le chemin des électrons. Pour fixer les idées, le champ électrique naturel est de 150 volts par mètre et par beau temps. Et la plupart des appareils électroménagers peuvent être à l'origine de champs électriques de quelques centaines de volts par mètre. Sous un nuage d'orage, il peut être de 20 000 volts par mètre ou 20 kilovolts. Et sous une ligne à haute tension de 400 kilovolts, il est de l'ordre de 5 kilovolts par mètre et il décroît à mesure que l'on s'éloigne. Mais que se passe-t-il donc exactement sous une ligne ? On a vu que les charges de signe contraire s'attirent, de sorte que si on place un corps dans un champ électrique, il y a déplacement des charges dont il est porteur, donc un courant qui cesse dès que les charges sont stabilisées. À ce moment-là, les charges accumulées aux deux extrémités du corps créent à l'intérieur de celui-ci un champ égal et inverse du premier, de sorte qu'à l'intérieur, le champ électrique est nul. Ce corps, bien sûr, peut être vous ou moi. Et si je change de sens, les charges remigrent, d'où nouveau courant bref. Plus simplement, il se produit la même chose si c'est le champ qui change de sens. Et c'est ce qui arrive sous les lignes puisque la tension est alternative. De sorte que placés dans ce champ électrique alternatif, nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, d'être parcourus par un petit courant alternatif. Sous une ligne de 400 kV, il est de l'ordre de 75 millionièmes d'ampères. C'est très faible et on ne s'aperçoit de rien, car pour qu'on commence seulement à ressentir quelque chose, il faut des courants de 50 à 100 fois plus intenses. Si les corps placés dans le champ sont de grandes surfaces métalliques ou des fils de clôture, les concentrations des charges peuvent devenir importantes et on peut en ressentir quelques désagréments.
La solution est de mettre tout cela au potentiel zéro avec des prises de terre. Tout ce que l'on vient de dire relève de l'électricité statique. Mais le but principal d'une ligne, c'est avant tout de transporter du courant alternatif. Et dès lors que des charges se déplacent, apparaît un autre type de champ, un champ magnétique. Ce que vous voyez en dessous, ici, n'a rien à voir avec l'électricité. C'est un champ d'avoine, lequel se mesure en quintaux à l'hectare. Pour en revenir au champ magnétique, quiconque depuis l'aimable Christophe a tenu une boussole sait qu'il existe un champ magnétique terrestre, ce qui permet de retrouver le nord à ceux qui par inadvertance l'auraient perdu. Un fil parcouru par un courant engendre donc un champ magnétique local tel que l'aiguille de la boussole se place dans le sens des lignes de champ magnétique. Un champ magnétique se mesure en Tesla. Le champ magnétique créé par un très fort aimant est de l'ordre de 1/2 Tesla. Le champ magnétique terrestre est d'environ 40 millionièmes de Tesla et certains sont, paraît-il, sensibles à d'infimes variations de ce champ. Le champ magnétique créé par une ligne à haute tension est du même ordre de grandeur que le champ magnétique terrestre. Certains pourtant continueront à s'inquiéter car, disent-ils, il y a parfois des lueurs étranges qui sortent des fils et cela fait du bruit. Il est certain que les lignes font entendre un grésillement, surtout quand le temps est humide, et on voit lorsqu'il fait sombre ce qu'on appelle des aigrettes. Ceci est dû au phénomène que les spécialistes désignent du joli nom d'effet couronne. Les électrons des fils, pour des raisons connues d'eux seuls, ont tendance à se concentrer dans les petites aspérités du conducteur, poussière, gouttelettes d'eau. Entre le fil et les atomes de l'air apparaît donc un champ électrique assez important. Un électron libre dans l'air est alors accéléré par ce champ, carambole au passage 2 ou 3 électrons d'atomes, lesquels, à leur tour, etc., etc. C'est le phénomène dit d'avalanche. Cela s'arrête quand les électrons baladeurs ont perdu leur vitesse et se font capter par les atomes, ce qui se produit à une distance maximum de 10 cm du fil. Il n'empêche que des électrons se sont déplacés, d'où une étincelle et du bruit. Or, qui dit étincelle dit quelquefois parasite. Mais celle due à l'effet couronne n'affecte ni les ondes télé, ni la modulation de fréquence. Alors pour résumer, outre l'effet couronne, les effets d'une ligne à haute tension à proximité immédiate de celle-ci sont les suivants. Un champ magnétique comparable au champ magnétique terrestre et qui s'ajoute ou se retranche de celui-ci. Un champ électrique alternatif qui peut induire un très faible courant alternatif de 50 à 100 fois inférieur à notre seuil de sensibilité. D'ailleurs, à l'abri d'un toit ou des murs de la maison, ce champ électrique devient pratiquement nul. Mais pourrait-on dire, oui, on ne sent rien, mais sait-on jamais? C'est pourquoi des expériences sont faites où l'on soumet à des champs excessivement intenses des bestioles plus ou moins volontaires. Expériences qui sont menées par des laboratoires du monde entier. Elles sont suivies par les premiers intéressés, c'est-à-dire les électriciens eux-mêmes, elles sont suivies également par les savants de l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis de nombreuses années, étudient ces phénomènes. Eux sont catégoriques et nous disent que les champs électriques et magnétiques engendrés par les lignes de transport ne constituent pas un danger pour la santé de l'homme jusqu'à des tensions de 400 kV. Et ils ajoutent qu'en l'état actuel de nos connaissances, il semble que ce constat puisse être étendu jusqu'à des tensions de 800 kV. Mais chez nous, on n'en est pas encore là. C'est sur la conclusion de ces éminents personnages que se termine notre film, en vous remerciant de votre attention.